Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, premières élections régionales au Cameroun. Le scrutin indirect avait lieu ce dimanche. Quelques 24 000 grands électeurs devaient désigner les 900 conseillers régionaux, 90 pour chacune des 10 régions du pays. Un centre de fertilité inauguré en Guinée équatoriale, doté d'une technologie avant-gardiste, le centre d'Oyala, centre de référence pour le continent, proposera des traitements de dernière génération en gynécologie, obstétrique et urologie. Et l'Afrique australe, première sur les investissements privés sur le continent, la sous-région concentre à elle seule 26% de ses investissements, avec en tête l'Afrique du Sud. Mais tout d'abord, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation du Mali a organisé ce samedi 5 décembre sa deuxième audience publique. Une audience placée sous le thème « Atteinte au droit à la vie, torture et autres traitements inhumains, cruels ou dégradants au Mali ». Plusieurs victimes ont témoigné au cours de cette journée. Au total, la commission a reçu plus de 19 000 dépositions dans ses antennes régionales. Le Premier ministre malien Mokhtar Ouane présidait cette audience et a rappelé l'importance de ces témoignages dans le travail de réconciliation. Les élections régionales se sont déroulées ce dimanche 6 décembre au Cameroun, les premières de l'histoire du pays. 900 conseillers régionaux doivent être élus, soit 90 par région. Ces élections sont considérées comme une étape décisive dans l'achèvement du processus de décentralisation. Nelly Claude Bessa. Historique, ce 6 décembre 2020 se tiennent les premières élections régionales au Cameroun. 24 312 électeurs ont pris d'assaut 272 bureaux de vote à travers le pays pour élire 900 conseillers régionaux, dont 200 représentants du commandement traditionnel. Dans les bureaux de vote de Yaoundé, département d'Umfundi, c'est dans une ambiance sereine et paisible que les conseillers municipaux et chefs traditionnels ont accompli leur devoir citoyen. Pour le vote d'aujourd'hui, il s'agit du vote des conseillers régionaux. Et pour notre cas, nous votons aujourd'hui pour le conseil régional du centre. Le chef n'avait jamais été associé à ce jeu et le président nous a donné l'occasion d'être des acteurs de développement de premier rang, d'être des acteurs sur le terrain afin de renseigner non seulement l'autorité administrative, les forces de maintien de l'ordre pour la sécurité et en plus pour mieux encadrer nos populations. Pour ce scrutin inédit au Cameroun, 14 partis politiques sont en liste, dont le parti au pouvoir RDPC, qui présente des candidats dans toutes les 58 circonscriptions électorales et fait cavalier seul dans 35 départements. Du côté de l'opposition, les principaux challengers sont l'UNDP, qui présente 11 listes, le PCRN 7, le PURS 3 et l'UPC en a 2. Pour de nombreux observateurs, la tenue de ce scrutin témoigne de la mise en œuvre de la démocratie et de la liberté d'expression des différentes composantes de la société camerounaise. Ils invitent toutefois les autorités à assurer la transparence jusqu'au terme de ce scrutin. Nous souhaitons simplement que ces élections se passent de manière transparente, équitable et surtout dans le climat de paix et que cela se tienne dans sur toute l'étendue du territoire national. Dans le cadre du climat électoral, constatons un climat paisible. Dans le cadre des libertés d'expression, des libertés de droit de vote, nous avons constaté effectivement qu'il y a une mouvance, il y a l'exercice libre du droit de vote qui est un droit consacré, n'est-ce pas, à la personne. Nous avons vu le commandement traditionnel exercer le droit de vote librement. Nous étions à Bastos, nous avons vu les conseillers municipaux exercer le droit de vote librement. Élus pour un mandat de 5 ans, les conseillers régionaux apparaissent comme l'aboutissement du processus de décentralisation qui, de l'avis de certains experts, permettra de répondre aux aspirations des populations, notamment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Un centre de fertilité de référence pour l'Afrique, le centre d'Oyala en Guinée équatoriale, a été inauguré ce samedi 5 décembre par le président Teodoro Obiang Basogo en présence de son homologue centrafricain Faustin Archange Touadéra. Le centre proposera notamment la procréation médicalement assistée aux familles confrontées à l'infertilité. Corinne Kamsefem. Le président Teodoro Obiang Basogo de la Guinée équatoriale a inauguré ce samedi 5 décembre le centre de fertilité d'Oyala dans la province de Djiblouti. Selon le site officiel de la présidence, des membres d'une délégation de la République centrafricaine, dirigée par le président Faustin Archange Touadéra, ont assisté en tant qu'invités d'honneur à cette inauguration. Il vous souviendra que le président Faustin Touadéra, après son élection, après son accession à la magistrature suprême en Centrafrique, a effectué un voyage en Guinée équatoriale, notamment à Malabo, pour venir visiter le centre médical La Paz. Parce que le président Touadéra, la Centrafrique, le président Touadéra, ami de la Guinée équatoriale, la Centrafrique, pays frère de la sous-région, donc est venu partager, venu découvrir les prouesses des centres de santé de la Guinée équatoriale. La première visite qu'il a effectuée, il l'a effectué au centre médical La Paz à Malabo. Et aujourd'hui, bis repetita, il est venu visiter ce centre d'élite, ce centre de haute technologie médicale pour découvrir les avancées de la Guinée équatoriale dans le domaine de la reproduction assistée, des problèmes de gynécologie, des problèmes de reproduction de la femme. Le centre de gynécologie et de fertilité de Djiblouti, une référence en Afrique, dispose de la technologie la plus avant-gardiste pour mettre en œuvre les techniques de pointe appliquées aux différents traitements de gynécologie, obstétrique, urologie et fertilité. Ces traitements se distinguent par l'insémination artificielle, la fécondation in vitro et l'ovodonation. Par ailleurs, le centre fonctionnera sous la protection d'une loi réglementant les pratiques et techniques de procréation assistée, respectant l'éthique professionnelle et la dignité des personnes, une aubaine pour les nombreuses familles du pays confrontées aux problèmes d'infertilité. L'existence d'une structure de santé garantissant une offre de services répondant à la qualité et aux conditions conformes aux normes internationalement recommandées aura non seulement un effet positif sur l'économie de ces familles, mais contribuera également à économiser des ressources au profit du pays. Pour le gouvernement équato-guinéen lancé dans la diversification des sources de croissance, la promotion du pays en tant que destination pour le tourisme de santé international permettra de promouvoir une économie durable, faisant du secteur de la santé l'un des piliers de l'économie touristique, véritable coup d'accélérateur vers l'objectif de la couverture sanitaire universelle, une priorité nationale du programme Horizon 2035. Le Tchad a investi dans les structures de transformation des produits de l'élevage. Le gouvernement envisage désormais l'exportation de ces produits vers les autres pays africains. La viande tchadienne possède d'ailleurs un avantage comparatif par rapport à la viande en provenance d'Amérique latine. Sa proximité d'abord, une exportation en 24 heures, mais aussi une viande totalement bio. Nelly Claude Bessard. Le Tchad se lance à la conquête des marchés de viande dans les pays africains et du Moyen-Orient. Pour réaliser cette ambition, les autorités misent sur les infrastructures de transformation des ressources animales comme l'abattoir frigorifique de Farsha. Le pays veut atteindre son plein potentiel de production de viande fraîche et profiter de sa situation géographique pour intensifier son exportation. Les commerçants de viande qui ont un contrat avec le Gabon, avec le Congo, avec la République démocratique du Congo, avec le Nigeria, avec l'Égypte, avec la Guinée équatoriale, avec n'importe quel pays demandeur. Ils font leurs accords. Les Tchadiens savent que la viande elle est disponible puisque les animaux sont disponibles. Ils ont l'abattoir pour le transformer. Il suffit qu'ils aient les contrats. Il suffit qu'ils aient les contrats avec les compagnies de transport et ils peuvent avoir la viande le soir et le lendemain, les transporter à destination. Et donc, le consommateur peut avoir accès à la viande tchadienne bio et 24 heures au plus tard après abattage.
Selon de nombreux experts, la viande tchadienne a un avantage comparatif par rapport à celle congelée importée d'Amérique latine par certains pays du continent. Elle est totalement bio car les bétails du pays se multiplient de manière naturelle. La viande tchadienne peut être aussi exportée vers n'importe quel pays africain en 24 heures après l'abattage et les consommateurs finaux auront droit à une viande fraîche. La raison qui a permis aux gens de l'époque, aux autorités de l'époque, de construire l'abattoir frigorifique de Farsha en N'Djamena pour servir de point de départ de l'alimentation de toute l'Afrique francophone et tous les pays francophones d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs à partir de la viande tchadienne, je crois que cette raison, elle demeure. Parce que tant qu'il y aura l'humanité, il y aura demande de consommation de viande. Et tant que le Tchad dispose de cet avantage comparatif en nombre d'animaux, en qualité de viande, en infrastructure de transformation de ces animaux en viande, l'avantage comparatif dont le Tchad dispose va toujours être utilisé au mieux pour permettre à l'économie nationale de booster. Pour rappel, dans le cadre de la diversification de son économie, les autorités veulent utiliser l'abondance des produits animaliers, notamment la viande, comme une ressource économique stratégique. La compagnie agroalimentaire américaine Hershey a finalement fait marche arrière. La firme s'est engagée à payer la prime spéciale destinée à mieux rémunérer les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le 30 novembre dernier, les deux pays avaient accusé le géant chocolatier de ne pas vouloir payer cette prime. Prenant acte de cet engagement d'Hershey, le Conseil café et cacao de la Côte d'Ivoire a décidé de lever les sanctions. 26% des investissements privés pour le continent se dirigent vers l'Afrique australe. C'est ce qui ressort du rapport publié par l'Association africaine de capital investissement et capital risque l'AFCA. Et dans la sous-région, l'Afrique du Sud fait figure de pays le plus attractif. Victoria Sedi. L'Afrique australe, championne du private equity en Afrique sur la période 2014-2019. Le rapport publié fin novembre 2020 par l'AFCA, Association africaine de capital investissement et capital risque, souligne que la région concentre 26% du total des investissements privés en capital réalisés par les 5 régions du continent. Cela correspond à 311 offres conclues pour un montant total de 3,8 milliards de dollars. C'est quand même un signal fort par rapport à l'évolution du capital investissement dans cette partie du continent. D'une manière générale, tous les pays africains ont du potentiel en matière de capital investissement. Et ce potentiel est par rapport à la démographie de nos pays, qui est une démographie assez jeune. Du coup, il y a au manque d'infrastructures dans nos pays et avec une marge de croissance extraordinaire dans nos pays. Tous ces éléments mis de bout en bout font que c'est des terrains très propices au capital investissement. L'Afrique du Sud concentre 65% de ses investissements en capital effectués en Afrique australe grâce aux initiatives gouvernementales visant à renforcer l'attractivité du pays ces dernières années, d'après l'AFCA. L'Afrique du Sud est suivie par la Zambie, qui ne totalise que 11%. Il faut créer un environnement juridique, politique et économique qui permet le développement de ce capital investissement. Mais ça appelle à ce que les entreprises soient bien gérées, qu'il y ait une certaine rigueur de gestion et qui permettra au capital investissement de se développer. Ouais, l'avantage, c'est vraiment une diversification des moyens d'investissement et de financement, surtout en matière d'infrastructure ou en matière d'industrie. C'est assez important. Selon l'AFCA, les opérations d'investissement en capital en Afrique ont atteint 1053 sur cette période pour un montant global de 25,4 milliards de dollars. Les investissements ont surtout été accueillis dans le secteur des biens de consommation, de l'industrie, des services financiers et des technologies de l'information et de la communication. Dans l'actualité également, au Burkina Faso, le procureur Harouna Yoda s'est exprimé ce samedi 5 décembre lors d'une rencontre organisée par le Centre national de presse Norbert Zongo, l'occasion d'un état des lieux du dossier 22 ans après la disparition du journaliste. Pour rappel, les avocats de François Compaoré, frère de l'ancien président, cités dans cette affaire, ont attaqué la décision de son extradition au Burkina Faso.
La pandémie de coronavirus à présent et l'Organisation mondiale de la santé qui vient de lancer l'Alliance africaine pour la réponse à l'infodémie, une initiative destinée à contrer la désinformation autour du virus. Le phénomène est particulièrement présent sur les plateformes des réseaux sociaux. Midrali Amou. Alors que l'Afrique se prépare au déploiement du vaccin anti-Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé intensifie sa lutte contre la pandémie. Le 3 décembre 2020, l'institution a lancé une initiative baptisée Alliance africaine pour la réponse à l'infodémie, visant à éradiquer les informations trompeuses qui entravent la lutte contre la maladie sur le continent. Dans les situations d'urgence sanitaire, la désinformation peut tuer et garantir que les maladies continuent de se propager. Nous allons nous associer avec les pays touchés pour mettre en place des interventions qui sont nécessaires pour éliminer davantage la désinformation sur le virus, alors que nous nous préparons au déploiement du vaccin. D'après des indications de l'Organisation mondiale de la santé, ce phénomène est perpétré par des plateformes de médias sociaux non réglementées, avec les économies avancées d'Afrique qui ont la plus forte pénétration d'Internet, identifiées comme des points chauds de désinformation Covid-19. Par ailleurs, depuis son apparition en Afrique en février 2020, plus de 1000 rapports trompeurs sur la pandémie ont été recensés par des organisations de vérification. La solution, c'est la mobilisation communautaire. Il faut investir sur la société civile pour permettre à la population de comprendre l'importance du vaccin. Il faut que l'OMS accompagne des organisations qui sont sur le terrain, qui travaillent avec des populations à expliquer l'importance du vaccin à la population, aux leaders communautaires, aux chefs traditionnels. Sinon, il sera très difficile d'implémenter tous ces vaccins. L'Organisation mondiale de la santé indique également que la désinformation la plus largement partagée concernait les traitements non éprouvés, les faux remèdes et la propagande anti-vaccin. Précisons que cette initiative rassemble 13 organisations et entités de vérification des faits qui seront exploitées pour détecter, perturber et contrer les rapports trompeurs sur la pandémie en Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.